Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand témoin. Un entretien animé par Nathalie Croiset. Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter évidemment une très bonne année 2022. On va se souhaiter le meilleur, évidemment du bonheur et de la santé pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent. Ravie donc de vous accueillir pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. C'est la 9e édition et aussi la saison 2. On va en parler un peu plus en détail dans un instant de cette saison 2 puisque on continue à vous informer. Mais d'abord, je tiens à accueillir et à remercier d'être en studio Guillaume Mortellier, bonjour. Bonjour. Qui est directeur exécutif en charge de l'accompagnement chez BPI France et vous êtes notre grand témoin. Dans un instant, je vais vous poser un peu plus de questions, on va parler d'accélérateur avec vous dans un instant. Et puis également en studio, ravi de vous retrouver, Guillaume Loiseau, bonjour. Bonjour Nathalie. Directeur du Mondial du bâtiment, donc très bonne année aussi, à Guillaume Mortellier aussi évidemment. Et donc c'est ce que je disais, saison 2, parce que là, ça y est, c'est l'année du Mondial du bâtiment, 2022, 3 au 6 octobre. C'est ça, pour être très précis, à la porte de Versailles maintenant. Et donc, les organisateurs, Rex Global, la FISP et Uniclimat, continuent de vous informer, vous tous qui nous suivez. Et c'est pourquoi Batimat, Idéobain et Interclimat ont décidé de poursuivre cette aventure et de proposer cette émission toujours en live. Parce que la saison 1, on peut le dire, a été un beau succès, Guillaume. Oui, en quelque sorte, le Mondial du bâtiment, c'est un peu devenu toute l'année en fait. On n'a plus trop envie de se quitter maintenant avec cette expérience de la saison 1, comme vous le disiez, sur ces rendez-vous du Mondial. Alors, juste quelques chiffres, j'en avais parlé en décembre, mais là, on a consolidé toutes les données juste avant Noël. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, donc cette émission-là où nous sommes ensemble ce matin, donc 8 numéros en 2021, 1000 auditeurs par mois entre les lives et les replays sur chaque numéro. Voilà, donc grâce à vous, Nathalie, qui avait été présente tout au long de cette saison 1. Il fallait mieux. Et à l'ensemble de nos partenaires que je remercie à nouveau et à tous nos auditeurs. Et donc, on est reparti sur cette saison 2 avec l'envie de faire encore mieux. Et c'est un vrai plaisir donc d'accueillir avec nous aujourd'hui Monsieur Mortellier, donc de l'équipe de direction de BPI France. Voilà, on va en parler évidemment avec vous. Donc aussi derrière toute cette aventure, tout un comité de pilotage que j'indiquerai, dont je parlerai tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est une aventure collective qui a peut-être été parfois, il a fallu la lancer, mais là on continue. Comme toutes les aventures, le collectif se décrète pas. On crée les conditions pour qu'il existe. C'est très basique de dire ça. Pardon de dire des banalités en ces premiers jours de janvier, mais c'est souvent la première chose à faire. Donc le collectif, il faut donner du temps pour qu'il existe. Voilà, en tout cas, l'aventure continue et je suis ravie d'être là pour cette saison 2. Encore 8 émissions, si tout va bien, jusqu'en septembre, évidemment. Jusqu'au Mondial du bâtiment. Avant le Mondial du bâtiment. Donc, vous allez nous retrouver tous les premiers vendredis du mois. Alors, restez évidemment avec nous, Guillaume Loiseau. Vous pourrez commenter dans un instant cette interview de Guillaume Mortellier. Donc, merci d'être avec nous, directeur exécutif en charge de l'accompagnement chez BPI France. Vous allez nous en dire un peu plus. Je parlais d'accélérateur tout à l'heure parce que c'est vrai, quand on parle de BPI France, on peut avoir une idée de se dire, voilà, on va parler de financement, mais attention, le métier vraiment de base de BPI France, c'est l'accompagnement des entreprises. Et ça, vous tenez à le dire, Exactement. Le BPI France, en fait, on a été conçu en fait pour être le point d'entrée unique pour les dirigeants de start-up, PME et d'ETI en France pour qu'ils aillent trouver les ressources pour se développer. Et dans les ressources pour se développer, même si on voit le cash en premier, c'est-à-dire toutes les aides, les subventions à l'innovation, les prêts, les injections de fonds propres que l'on peut faire, eh bien, on a très très vite développé des dispositifs pour que les dirigeants puissent exprimer en fait leur plein potentiel. Et ça passe, on pourrait y revenir par du conseil, de la formation, de la mise en relation pour sortir le dirigeant de son isolement. Et en fait, notre ambition fondamentale, c'est de donner à un dirigeant de PME les mêmes conditions qu'un cadre et un dirigeant de grand groupe. C'est-à-dire qu'il ait accès à des formations de superbe qualité, à des très bons conseils, et puis qu'il soit sorti de son isolement, parce que c'est très très dur, l'isolement du patron de PME. Et du coup, le rentrer dans des logiques collectives, ça c'est une action fondamentale de notre activité chez BPI France. Alors l'isolement, parce que finalement, ce qui prime, c'est son activité. On parle souvent ici, de sujet de RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise, où des dirigeants de PME auraient envie de s'engager, mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas nécessairement les moyens aussi de le faire. C'est là aussi que se trouve la difficulté.
C'est exactement ça. Mais ce que l'on voit très vite, c'est que les moyens en fait sont postérieurs en fait à l'envie et à l'identification de ce que l'on veut faire. Si on prend un des enjeux de la RSE, qui est le climat, qui est de plus en plus présent, notamment pour le secteur du bâtiment, on a réalisé une enquête il y a 2 mois qui nous a montré que aujourd'hui, les dirigeants sont conscients que l'enjeu climatique arrive. Ils voient le risque arriver. Néanmoins, ils le voient encore trop loin et ils n'ont pas assez d'informations pour être capable de se dire, OK, comment est-ce que moi, je dois m'adapter ? Et la réalité, en fait, c'est qu'il n'y a pas une solution qui va à tout le monde. En fait, c'est chacun qui doit s'approprier les challenges qui vont arriver, rentrer dans cette dynamique-là et progressivement trouver la manière de résister par rapport à toutes les réglementations qui peuvent arriver, mais surtout le bon moyen de saisir des opportunités. En fait, ce qui va se passer là sur le climat sur les prochaines années, c'est un vrai enjeu d'opportunité business pour les dirigeants et en particulier dans le bâtiment où il y a tellement de choses à faire que ça va nécessairement générer des belles opportunités. Oui, et de sortir de l'idée de contrainte qui est souvent liée ou voire, et on en parle aussi régulièrement, de coûts en disant il faut investir lourdement au départ, est-ce que je suis sûr d'avoir un vrai retour sur investissement ? Tout ça, c'est des questions de base de ces dirigeants aussi. Exactement. Et pour être capable de mettre de l'argent, il faut surtout avoir bien réfléchi à la manière dont on le fait. Et puis, nous, ce que l'on voit sur le climat comme sur le digital d'ailleurs, c'est que la technique des petits pas est souvent très bonne parce que ça permet progressivement de s'approprier le sujet, d'approprier aussi les compétences que le dirigeant possède pas forcément en propre, mais des fois il faut embaucher sur ces thématiques-là. Et puis l'acquisition progressive et la mise en mouvement progressif permet d'aller de plus en plus vite. Faut pas imaginer que c'est nécessairement une bascule totale et un renversement de l'entreprise dès le départ. Ouais, c'est important à préciser. Alors justement, Guillaume Mortellier, tout à l'heure vous avez parlé à la fois de conseils, de formation, de mise en relation, peut-être rentrer un peu plus en détail aussi sur ce que vous proposez. Puis évidemment, on va en arriver aux accélérateurs dont je parle depuis tout à l'heure. On a fait un peu de suspense. Alors si on reprend ces 3 grandes verticales de notre activité, le conseil, notre constat fondamental, c'est que pour un dirigeant de PME, aller identifier des bons consultants quand il veut travailler sur sa stratégie, sa gouvernance ou des sujets potentiellement plus opérationnels comme performance commerciale ou lean manufacturing, il est face à un écosystème de conseils qui n'est pas forcément facile à lire. Et puis, quand on n'a pas très régulièrement recours au conseil, même le patron lui-même a des fois du mal à se dire qu'est-ce qui peut m'apporter exactement ce conseil-là. Et bien, ce qu'on en a fait depuis maintenant 6 ans chez BPI France, c'est de structurer un vivier de consultants dont on sait qu'ils savent travailler avec des patrons de PME, qu'ils sont experts, et on les fait intervenir dans le cadre de missions très cadrées. Et c'est donc la première chose que l'on a structurée chez BPI France, c'est cette activité de conseil qui nous permet de faire maintenant 3500, enfin l'an dernier c'était 3500 missions de conseil. Cette année, on prévoit d'en faire près de 5000 pour des dirigeants de start-up, PME et petites ETI. Même logique sur la formation. Comment on peut expliquer à une dirigeante ou un dirigeant de PME aller faire un MBA, aller 2 ans à Boston ou à Jouy, aller 1 semaine par mois pendant 2 ans ? C'est pas opérant. Il n'a pas l'infrastructure pour se permettre de se dégager de l'entreprise de façon aussi systématique. Eh bien, nous avons travaillé avec les principales écoles de commerce et d'ingénieurs pour aller structurer des programmes de formation qui sont adaptés, je dirais, aux dirigeants de PME, à la fois dans leur contenu et puis dans leur intensité. Et c'est ça que l'on déploie. Et là encore, on a fait l'an dernier 240 sessions de formation. Cette année, on sera à près de 270. Tous les jours, en fait, il y a 2 ou 3 groupes de dirigeants qui sont formés par BPI France, avec des écoles partenaires du type HEC, ESCP, Centrale Supélec sur l'accélérateur bâtiment, et ainsi de suite. Et ça nous permet justement d'aller proposer, ce que je vous disais tout à l'heure, aux dirigeants de PME, une qualité qui est celle que peut trouver un dirigeant de grand groupe. Alors justement, les accélérateurs, ça ne concerne pas que le bâtiment, il y a le bâtiment évidemment qui est concerné. C'est parti d'où cette démarche ? Quelle a été l'idée, on va dire, supplémentaire ? Parce qu'on voit déjà que vous faites beaucoup de choses en matière de conseil, de formation. Alors on y est arrivé en fait, là encore, c'est la même chose que pour le climat, on y est arrivé progressivement en fait. On s'est testé, on a fait beaucoup de test and learn en interne à BPI France pour voir un peu ce dont on avait besoin. Et quand on a vu quand on a vraiment formalisé ces 3 besoins fondamentaux qui sont l'apport d'expertise externe en conseil, la formation et la mise en relation, c'est-à-dire inscrire les dirigeants dans le collectif, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on crée un outil qui est un peu similaire, même s'il est différent à ce qu'on a pu voir sur la French Tech, sur les startups, tous les incubateurs et autres, mais qui soit adapté à un dirigeant d'entreprise et surtout on travaille encore plus la dimension collective. Et c'est pour ça qu'on a créé en 2015 le premier accélérateur
où le principe est simple, hein. On prend une promotion de patrons, c'est un peu comme à l'école, on prend une trentaine de patrons et on les rassemble et on leur dit pendant 2 ans, pendant 1 an à 2 ans, vous allez vous retrouver de façon régulière, à fréquence c'est tous les 2 ou 3 mois, ensemble, pour travailler sur des thématiques fondamentaux de votre secteur et de votre entreprise. Le business model, la stratégie, l'impact, les enjeux environnementaux et digitaux. Et en parallèle, ces dirigeants, au sein de leur entreprise, vont aller bénéficier de l'apport, de l'expertise de nos consultants qui vont intervenir au sein de l'entreprise, d'abord pour aller voir à 360 degrés leurs enjeux et en fonction de leurs priorités, aller travailler sur la stratégie gouvernance ou des enjeux plus opérationnels. Et ce que l'on voit en fait depuis 2015, on a lancé une centaine d'accélérateurs. Ouais, parce que c'est dans tous les secteurs, hein, le tourisme, l'automobile, l'agroalimentaire, la mode, le luxe, les jeux vidéo. Jeux vidéo aussi, oui. Notre enjeu, c'est de mailler. On a un maillage à la fois territorial, en région, où là, on prend tout secteur avec une logique de développement et de grappe de solidarité régionale très forte, et puis des logiques sectorielles où les dirigeants vont aller travailler les enjeux propres à leur secteur. Et ce que l'on voit, c'est que l'association de ce travail individuel au niveau de l'entreprise avec le dirigeant, son comité de direction, ses collaborateurs, et puis cette dynamique collective qui peut être créée lorsque les dirigeantes et les dirigeants se retrouvent ensemble, vont aller se challenger. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on peut travailler la stratégie avec un consultant externe, avoir une stratégie qu'on pense très bonne. Quand on va la partager à d'autres dirigeants, soit du secteur ou pas, là, on se fait vraiment challenger. Et il n'y a pas des craintes de concurrence, entre guillemets? Au début, on a toujours la question, mais en fait, Guillaume pourra en témoigner, en fait, une fois que c'est parti, en fait, on se rend compte qu'il y a tellement de collaboration à faire, et même si des fois on est un peu dans le même couloir de nage, on ne se dit pas forcément tout, mais par contre, on a des enjeux communs, et c'est mieux de les travailler ensemble. Vous savez, c'est comme les restaurateurs, des fois, c'est mieux de se mettre dans une roue où il y a tous les restaurateurs, parce que finalement, le client vient mieux parce qu'on est plus performant. Eh bien, c'est vraiment cette dynamique-là qu'on essaie de recréer, et le collectif, en fait, ça apporte à la fois des idées, mais surtout, en fait, sur la stratégie dont je parlais, c'est que lorsque vous avez un dirigeant face à vous et vos pairs, vos camarades de promotion qui vous ont challengé sur votre stratégie, en fait, l'intérêt, c'est qu'ils la connaissent. Et du coup, ils vont avoir le réflexe dans leur propre réseau et dans leur propre activité de dire tiens, on pourrait travailler ensemble là-dessus. Et du coup, sans même qu'on ait la prétention d'intervenir, en fait, les dirigeants entre eux, au sein de ce collectif, en fait, créent des projets, vont aller racheter des entreprises à l'étranger, vont aller créer des JV et se développer. Alors non, évidemment, j'ai parlé de beaucoup de secteurs, mais l'année dernière, il y a eu le lancement, on va dire, officiel de la première promotion de l'accélérateur construction. Exactement, c'était notre saison 1 à nous, l'accélérateur, donc c'était en mars dernier. Ça se termine bientôt. Et ça se termine en mars. 2, dans peu de temps. Exactement. Et on est en phase avec le rendez-vous du mondial du bâtiment sur les saisons. Exactement, on est bien rythmé, c'est bien. Et on a lancé donc une promotion avec 28 entreprises du bâtiment qui vont aller travailler dans la logique que je vous ai décrite, c'est-à-dire un mix collectif et individuel avec du conseil au niveau du dirigeant et de la dirigeante et de son comité de direction. Alors ça n'a pas été quand même trop compliqué dans cette phase, parce que vous dites de faire des échanges, mais je pense que les échanges, vous l'avez fait beaucoup derrière un écran aussi. Hein. On dit chez nous qu'on a travaillé notre jeu de jambes, c'est-à-dire qu'on a été capable de faire du digital quand on pouvait, mais ça remplace quand même pas le physique. Ouais. Et c'est très complémentaire en fait, fondamentalement. Donc quand on a été dans des confinements, boum, on passe au digital quand on n'a pas le choix et on retrouve le physique. Par contre, le fait d'associer les deux nous a permis d'aller encore plus en profondeur dans notre capacité à créer cette communauté au sein d'une promotion d'accélérateur. Alors ce qui est intéressant, ce sont aussi les axes, on va dire, de travaux qu'il y a eu autour de cet accélérateur, qui sont les sujets qu'on évoque régulièrement dans cette émission. Vous êtes appuyé sur une étude qui a été menée par BPI France, c'était en 2019, sur la filière, la matrice demain, avec les sujets de transformation numérique, c'est ça en particulier? Oui, exactement. Alors, c'est pas une découverte plus fondamentale que l'enjeu numérique et l'enjeu climatique était fondamental pour le bâtiment. On ne se prétend pas expert du bâtiment, en fait. Nous, on travaille avec tous les secteurs. Le bénéfice qu'on apporte au secteur du bâtiment, c'est 2 choses. 1, c'est d'être capable de travailler avec l'écosystème. Et ça, pour nous, c'est fondamental de s'ancrer dans un écosystème le plus fédéré possible. Et 2, d'avoir vu ce qui se passait dans d'autres secteurs. Et ce qui va arriver sur le bâtiment, sur les enjeux climatiques, là, on le voit arriver sur l'automobile. Et je peux vous dire qu'il y a 2 ans, on ne se disait pas, on a lancé le premier accélérateur automobile il y a 3 ans. Et on se disait, oui, l'électrification, ça va arriver, ça va être une partie du marché, il faut quand même s'y préparer, on a le temps. Et bam, il y a eu un petit coup de bâton sur le secteur.
Et le fait d'avoir mis des entreprises en mouvement, d'avoir commencé à avoir la filière qui bouge, ça permet d'absorber ce choc-là qui vient fondamentalement toujours plus vite que ce à quoi on s'attend. Et je pense que pour le bâtiment, c'est pareil. On n'est pas du tout en retard. On a des vrais challenges sur le bâtiment, mais il n'y a pas de retard. Par contre, il faut se mettre en mouvement très très vite parce qu'il va y avoir des réglementations, il va y avoir des contraintes de financement. Là, on a la RE 2020 qui entre en vigueur. On va en parler dans un instant, de toute façon. Et ça s'anticipe. Et ça s'anticipe. Et encore une fois, on n'a pas de one size fits all. Il va falloir que chacun trouve son positionnement dans un contexte où, en fait, on peut en parler sur le digital, mais c'est la même chose sur le climat. C'est qu'en fait, ça bouleverse profondément la manière dont est organisée toute la chaîne en fait, de construction. On est encore dans une forme de Fordisme, on va dire, où chaque acteur en séquentiel va travailler, je te passe la balle et ainsi de suite. Là, tout ça demande à être vu, parce qu'en fait, il faut comprendre les contraintes climatiques et l'outil, l'intégration du digital permet de repenser ça et force à repenser ça pour la partie climat. Et ça demande à ce que les acteurs ne travaillent pas en silo, séquentiel, qui travaillent ensemble et que chacun revoit un peu comment il peut se positionner. On travaille le jeu de jambes là aussi. On l'a vu d'ailleurs dans cette émission à travers plusieurs sujets. On a parlé notamment du BIM, qui est un outil dont on parle depuis longtemps et on voit bien que parfois pour certains c'est encore difficile à mettre en place. On parle, et vous en parlez aussi dans ces sujets, avec l'accélérateur construction, de l'industrialisation de la filière, avec le hors-site aussi qui fait partie des sujets, où là on a encore dévoilé un baromètre qui a encore quelques réticences, quelques interrogations. Comment vous les sentez, vous, justement, ces acteurs du bâtiment par rapport à ces sujets? Encore beaucoup d'interrogations, une envie de bouger, se dire mes métiers, de toute façon, ils évoluent, je ne peux pas faire autrement? Alors, j'ai pas la prétention d'être un baromètre pour le bâtiment au global. On a la chance d'avoir des belles PME au sein de l'accélérateur bâtiment, donc on a un échantillon, on va dire, soit représentatif, mais qui est en moyenne plus dynamique. Je pense qu'on peut l'assumer, qui se saisit des sujets, et nous, on est très heureux de voir l'ambition de dirigeants qui veulent se saisir de ces sujets-là et qui n'attendent pas craintivement ce qui va se passer. Ce que l'on voit fondamentalement sur les enjeux, notamment sur leur site, c'est qu'en fait, les gros acteurs se sont saisis du sujet beaucoup à l'étranger. La France est un peu en retard, on peut l'assumer. Oui, bien sûr, oui, on l'a dit. Sur le bois, on a quelques acteurs sur le bois qui commencent à émerger, mais on n'est pas encore dans des standards. Et oui, et l'industriel n'est pas là, même si un Bouygues, par exemple, quand on regarde à Singapour ou autre, il a fait des réalisations assez formidables, notamment l'immeuble à une vingtaine d'étages qui est à Singapour, construit en Malaisie, assemblé sur place, avec quand même des contraintes sur du 20 étages assez fortes. On est capable de le faire en France. Et la question, c'est comment est-ce qu'on s'organise sur des plus petits chantiers. Alors, sur du neuf, sur la réno, ça va être encore un autre challenge. Mais déjà, sur du neuf, comment est-ce qu'on peut s'organiser? Et ça demande en fait à ce que le bâtiment, qui est dans beaucoup des aspects de sa chaîne encore un peu artisanal, dans son mode de fonctionnement, comment est-ce qu'on l'industrialise? Et c'est les mêmes questions, c'est pour ça que le parallèle avec l'automobile ou l'aéronautique est pertinent. Alors c'est des secteurs qui, vu il y a un produit qu'on prend dès le départ et qu'on amène, dès le départ on s'est organisé en chaîne. Là, le bâtiment doit faire cet même exercice, et en fait livrer un bâtiment, c'est prendre du ciment au départ, un peu d'acier, et puis ensuite amener tout ça et progressivement faire un bâtiment. Et ce que l'on voit sur l'organisation des chaînes comme l'automobile et l'aéro, c'est que ça s'est passé d'abord par une structuration de la filière avec bien sûr du digital pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir anticiper. Ça demande à ce qu'en amont on fasse des plans le plus digitalisés possible, et puis que les acteurs en aval soient capables d'intégrer ça, soient capables d'être le plus lean possible, parce que si on parle d'industrialisation de la chaîne du bâtiment, ça demande à ce qu'on soit le plus lean possible, et ça dégage encore une fois des opportunités, parce que être lean, ça fait quoi? Ça fait qu'on produit avec généralement moins de stock, avec des coûts optimisés, avec une flexibilité aussi plus forte, et puis qu'on a une empreinte environnementale qui est diminuée. Donc c'est vraiment... Alors les trois grandes transformations, parce que j'en ai déjà cité deux, qui servent de base aussi à cet accélérateur, je disais donc la transformation numérique, l'industrialisation de la filière, et puis le bâtiment évidemment de demain, vers modulable, aussi connecté. Vous parliez tout à l'heure, et c'est intéressant peut-être de le redévelopper, de petits pas, parce que justement des chefs d'entreprise peuvent se dire oh là là, j'ai un sacré défi à relever, là je dois aller vers le numérique, j'industrialise, j'ai le bâtiment vert, on peut vraiment se poser des questions en disant j'ai un sacré défi à relever. Ouais. Mais non,
petit pas par petit pas, on peut y arriver. C'est ça, Guillaume Mortellier. Et c'est que des petits pas. Alors des fois, il faut en faire un grand, hein, quand on voit un beau challenge. Mais il faut vraiment, l'enjeu, c'est de se mettre en mouvement. Je vous prends un exemple. Et encore une fois, c'est pas une obsession de ma part, mais je trouve que l'automobile est un secteur hyper intéressant en ce moment. On a un accélérateur automobile qu'on a lancé il y a 2 ans, dans lequel on a insisté pour avoir aussi tout l'aval de l'automobile, et notamment on a une casse qu'on a mis là-dedans avec des producteurs de pièces automobiles. Donc vous voyez, tu dis qu'est-ce qu'une casse va faire. Eh bien, cette casse, en fait, c'est le principal vendeur de pièces détachées sur eBay. Pourquoi ? Parce qu'il a industrialisé le démontage des voitures. Et le fait de le mettre avec le producteur de la porte, eh ben, ça fait que, en fait, on se rend compte qu'en fait, la porte, elle n'est pas que sur un véhicule, mais en fait, elle a une durée de vie, en fait, qui est beaucoup plus longue que simplement le véhicule qu'elle équipe à l'instant T. C'est-à-dire qu'elle va être démontée, réutilisée. Donc ça pose. Il y a des assureurs qui commencent à proposer de prendre des pièces recyclées et d'aller vers une autre démarche. Et du coup, progressivement, on va vers les enjeux de traçabilité de la pièce, de résistance, de quelle est la durée de vie, quels sont les matériaux que je dois mettre dedans pour que ce soit le plus facilement. Et ça, le fait d'avoir mis 2 acteurs ensemble, vous voyez, c'est typiquement le petit pas. On n'est pas en train de faire de révolutionner le monde de demain là-dessus. C'est juste de mettre des acteurs ensemble qui sont à des bouts de la chaîne et du coup qui ont une perspective un peu différent sur les enjeux. Et de les mettre ensemble, ça fait que on trouve des petits points d'appairage. Et progressivement, de ces petits points d'appairage, on fait des vraies ambitions, des stratégies renouvelées, on y va progressivement. Et alors, vous avez parlé évidemment des patrons de PME auxquels vous vous adressez, de start-up aussi. Comment peuvent-ils s'ouvrir à ces start-up ? Comment créer ce lien aussi ? Parce que ces start-up ont beaucoup aussi à leur apporter. Alors c'est vrai que le bâtiment, là encore, est un superbe... parce que les start-up vont l'attaquer, entre guillemets. Je dis attaquer... Dans ces 2 sens, hein, c'est aussi positif, mais vont le forcer en fait à bouger, parce qu'on a le bâtiment dans sa construction, à la fois sur la partie architecture, à la fois dans sa partie production, à la fois dans sa partie gestion, hein, tous les syndics et autres, toutes les logiques de plateforme qu'on voit émerger des acteurs de plus en plus vont aller toucher la manière dont on produit et dont on gère a posteriori. Mais de façon plus fondamentale, en fait, ces acteurs des startups, en fait, ce que l'on voit aussi beaucoup sur l'industrie, c'est qu'ils vont commencer à changer les modes de production. Ils vont pas que être des plateformes de gestion, entre guillemets, ils vont être de plus en plus apporter des solutions opérationnelles pour aller faire... Alors, il y a bien sûr l'impression 3D, on voit encore quelques bâtiments, même si c'est pas encore la révolution qui commence à être produite en 3D, mais tout ça, toutes ces nouvelles technologies vont amener à repenser, et donc il faut qu'aujourd'hui, un dirigeant de PME et même de TI commence à travailler avec les startups, là encore, petit pas, c'est quel est leur mode de fonctionnement, comment est-ce qu'on peut collaborer, est-ce que c'est une solution mature, ou est-ce que c'est plutôt un partenaire de co-développement, parce que la startup peut m'apporter des solutions technologiques que j'ai pas, donc je vais co-développer des choses avec elle. Et ces dispositifs-là, on essaye de les travailler au sein des accélérateurs, et comme toujours, d'abord on essaie de les rassembler, qu'ils discutent, et puis en les faisant réfléchir à 2-3 thématiques, et ensuite ça roule tout seul, à petits pas, mais les petits pas deviennent de plus en plus grands, et puis ensuite ça fait des belles choses. Alors Guillaume Loiseau, un commentaire déjà. J'ai envie de dire plein de choses. On pourrait, je pense, passer une matinée très riche ensemble sur tous ces sujets. Pour être un peu synthétique, d'abord, en fait, ces accélérateurs, et j'en parle d'une façon particulièrement objective, puisque je suis moi-même, Batimat est impliqué avec les autres partenaires de l'accélérateur, donc j'ai vécu et je vois l'objet de très près dans sa dimension concrète et très régulièrement. C'est un formidable outil, et je le dis en fait pour le promouvoir auprès de l'écosystème du bâtiment, parce que j'y crois et que je supporte cet outil-là pour aider tous ces dirigeants, comme ça vient d'être dit, en fait, à prendre ces vagues et pas sur la figure, à prendre un peu de vitesse avec. En fait, dans tout ce qui vient d'être dit, il y a quelque chose d'assez commun sur tous les sujets de la filière du bâtiment, mais comme l'a dit Guillaume Mortellier, sur d'autres secteurs économiques. Et il y a ce syndrome, cette habitude dans le monde du bâtiment qui est de se croire, c'est de moins en moins vrai, mais ça perdure quand même, et c'est bien dommage. Donc moi je lutte contre ça, de se croire toujours en retard, très différent de l'automobile, d'autres secteurs, etc. En fait c'est absolument faux, et c'est complètement daté comme vision des choses. Dans tous ces sujets, en fait, sans collectif, ça marche pas. Si on prend ne serait-ce que les thématiques que couvre l'accélérateur, qui sont pour la plupart, comme vous l'avez dit Nathalie, les thèmes qu'on a couverts sur les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Et jusque-là, tout est normal et cohérent. Le BIM, le hors-site, les grands enjeux du climat, la REP, l'économie circulaire, tous ces grands sujets, en fait, toutes les études qui ont été produites par les uns et les autres,
qu'est-ce qu'elles ont montré en fait pour que ces marchés d'école, pour que ces transformations accélérées, etc. Le nœud, il est où? Il n'est pas sur de la technologie, ni sur de la technique, ni sur du logiciel, ce que vous voulez. Il est sur du collectif. C'est vrai, à chaque fois, on retrouve ça à chaque fois, et aussi dans d'autres secteurs économiques. Et en fait, au fond, c'est finalement assez naturel qu'on retrouve ces sujets-là. C'est-à-dire que quand vous prenez un secteur qui s'est construit par une logique de métier, le geste, les corporations, les corps d'État, etc., depuis des centaines d'années, ça a fabriqué ce qu'on appelle aujourd'hui, avec un mot qui est plus actuel, des silos. Mmh. Et donc des approches séquentielles de production et de production de la valeur, en fait. Et il se trouve que c'est tous ces sujets du 20e, mais plutôt 21e siècle que les secteurs économiques doivent embrasser, en fait, et sur lesquels il y a un grand nombre d'opportunités. Ça sera possible que si on crée du collectif. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est que de la contrainte et que des coûts. Un patron hyper éclairé, positif, avec une formidable envie qui démarre 2022, d'une PME qui dit « Cette année, on fait une stratégie RSE, en avant, il réunit ses équipes, on va faire tout ça. » Si c'est pas pris de façon globale, c'est que des coûts en plus qui ne sera pas capable de répercuter très probablement. Alors, je ne parle même pas du contexte pas vraiment favorable des matières, etc., ce qui est encore un autre sujet. C'est que de la complexité, c'est que de la contrainte. En gros, ça ne marche pas. Donc, il faut le regarder de façon collective. Et c'est là où les outils, en fait, de BPI, de l'accélérateur et tout un tas d'outils qui sont mis à disposition, parce que finalement, ce média, en fait, il fait un peu ça aussi, à sa manière, quelque part. aussi. Sont des moyens en fait d'aider ces dirigeants qui sont seuls, et je crois qu'il faut être juste modeste et raisonnable, de dire comment moi seul, patron d'une PME, peu importe où je me trouve, et c'est pas l'envie qui manque, je vais saisir toutes ces transformations en douceur, sans douleur, et accompagner toutes mes équipes avec toute la volonté et mon envie, alors que c'est des sujets très complexes. Voilà. Et donc tout ce qui crée du collectif dans la filière, c'est le bon moyen de saisir ces opportunités et de ne pas le faire seul, et d'y arriver le plus vite possible, avec le moins de dommages possible, ou avec le plus de marge possible, parce qu'il y a de la valeur ajoutée à créer sur ces sujets. Voilà, donc moi, c'est ma conviction, et c'est pour ça que très tôt, j'ai souhaité, sans aucune seconde d'hésitation, engager les équipes de Batimat dans les travaux de BPI, d'abord parce que tout ce qui est fait est toujours très professionnel, et cet outil d'accélérateur construction avec les autres partenaires est quelque chose de formidable. Alors je sens Guillaume très enthousiaste sur le sujet, quelques mots pour commenter, puis dire peut-être, voilà, l'accélérateur construction, comme vous l'avez dit, saison 2, s'il y en a qui nous écoutent, qui ont envie d'y aller, comment il faut s'y prendre aussi, peut-être, c'est important d'en parler. Alors faut pas hésiter à aller voir Batimat ou les BPI France, ça saura vous orienter. Notre point d'entrée naturel pour un dirigeant, c'est les directions régionales de BPI France, qui sauront ensuite les orienter tout naturellement. Alors l'idée, on peut revenir avec Guillaume rapidement sur ce deuxième accélérateur, où sur la base du retour du premier accélérateur, qui a quand même très bien fonctionné, il n'est pas encore fini, hein, on a lancé un dispositif encore plus intense, en fait, qui va durer 18 mois, qui va rassembler des PME de 2 à 200 millions d'euros, et donc on va jusqu'à l'ETI là-dessus, et avec toujours cette même vocation de créer du collectif. Les enjeux, bien sûr, principaux seront le digital, le climat, on ne va pas sortir de ce qui marche, et puis, bien sûr, les enjeux d'industrialisation de toute la filière. Donc j'engage tous les dirigeants qui sont intéressés à venir nous voir. C'est en mai prochain, donc c'est maintenant qu'il faut commencer à y réfléchir et cocher le calendrier. Merci à vous, en tout cas, pour, on va dire, cette première interview de la saison 2, très enthousiasmante aussi pour tous ceux qui nous suivent. Merci Guillaume Mortelier, donc directeur exécutif en charge de l'accompagnement chez BPI France. Merci à Guillaume Loiseau, directeur du Mondial du bâtiment. Alors un mot quand même du programme, est-ce qu'on en arrive à la saison 2 ? Bon, pas beaucoup de changements quand même, hein. Les séquences n'ont pas été totalement bousculées, mais il y a aussi une nouvelle thématique. Donc dans un instant, ce sera le grand dossier, hein, toujours présent du mondial du rendez-vous, du mondial du bâtiment, sur cette question de la RE 2020 et quels impacts attendus sur le coût de la construction. On va continuer à zoomer évidemment sur la rénovation énergétique dans les territoires, parce que c'est important d'en parler. Mais là, on met en avant un projet emblématique, et ce sera Green Factory à Lyon. On va décrypter également plus largement la réglementation, parce que ça y est, la RE 2020 entre en vigueur. On va s'intéresser un peu à l'Europe et le fameux paquet Fit for 55, parce qu'il y a un vrai impact en termes d'efficacité énergétique. Gros plan aussi sur les métiers d'avenir. On a vraiment souhaité, dans cette saison 2, mettre en avant des métiers qui ont besoin
qui ont un vrai besoin. Et on parlera des serruriers métalliers. Une nouvelle séquence avec le club de l'amélioration de l'habitat qui a rejoint le comité de pilotage. Améliorer nos lieux de vie. On va en savoir plus un peu sur les attentes et les profils des propriétaires occupants. On continue à parler de construction 4.0 et on va voir un peu ce qu'il en est du côté de la conception générative et paramétrique. Et puis comme toujours, il est important aussi de parler d'architecture d'intérieur, de ce qui se passe dans les logements. Et le sujet qui est un sujet central pour les architectes d'intérieur, ce sera le sur-mesure. Donc vous voyez un programme encore très dense, pas beaucoup de changements parce que c'est vrai que les sujets se tenaient déjà très très bien sur la saison 1, mais vous allez le voir, encore beaucoup de beaux projets et puis de belles initiatives et des acteurs engagés qu'on va découvrir dans un instant. Donc on va marquer une pause et on va arriver donc au grand dossier de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. À tout de suite. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand témoin, un entretien à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.